J'ai passé ma vie à courir le monde. J'ai vu la terre changer, les hommes écrire l'histoire. Je m'appelle Yann Arthus Bertrand, je suis photographe et cinéaste. J'ai vu des centaines de pays, mais il y en a un qui me touche en particulier, l'Algérie. Alors j'ai voulu raconter Alger la blanche, la Casbah, Alger qui change. Raconter 10 000 ans d'histoire qui ont forgé ce pays magnifique. J'ai voulu montrer la Kabylie, prendre la route des vacances avec les Algériens, rêver de Méditerranée. J'ai voulu raconter ces paysages somptueux, raconter la terre qu'on travaille, la douceur des plaines de la Mitidja et les courbes de l'Oranais. J'ai voulu raconter Oran l'Espagnol, grimper sur le rocher de Constantine, franchir les Aurès. Enfin, j'ai voulu montrer l'immensité du Sahara, filmer pour la première fois un mirage. Voir la cité de Gardaïa, ce miracle. M'enfoncer au plus profond du Grand Erg, franchir le Hogar et le Tassili Nadjer. À la recherche d'une prodigieuse cité unique au monde. La cité de Séphar et ses 15 000 peintures rupestres. Voici l'histoire de ce film généreux, réalisé avec mon ami Yazid Tizi. Yazid est un peu algérien. Il est un peu français aussi. Son cœur balance entre deux pays. Voici l'histoire de notre voyage en Algérie. On peut aller à Alger en avion, comme dans n'importe quelle capitale du monde. Mais c'est par la mer que l'on rentre en Algérie. Alger, ou El Jazaïr, ça veut dire les îles en arabe, du nom des 4 îlots qui bordent la baie. Une fois encore, je reviens à Alger la Blanche. Je fais le voyage comme tant d'autres qui vivent entre la France et l'Algérie. Depuis la mer, on saisit bien l'histoire de la ville. Alger est un mélange d'architecture haussmannienne, imposante, rigide, et de Casbah, désordonnée, arabo-berbère, un peu bohème. Les deux villes anciennes se disputent la vue sur la baie d'Alger. Alger est une ville qu'on escalade. Alors il faut du souffle pour arpenter son histoire. Un grand boulevard ceinture la ville. Les voûtes étagées ont été réalisées sous Napoléon III. L'empereur était contre la colonie française en Algérie. Mais il a perdu la guerre de 70, et ce fut donc la colonie. La Grande Poste à Alger, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. Un repère, un phare. Sans la Poste, on est perdu. C'est un lien entre la diaspora et le pays. On transfère l'argent. 4 milliards d'euros rentrent en Algérie chaque année par les bureaux de poste. Et 7 milliards par les filières informelles. C'est-à-dire les poches de tout le monde. Toutes les générations veillent les unes sur les autres. La densité et l'étroitesse des rues favorisent aussi le climat familial. J'ai poussé la porte de la mosquée qu'on appelle Jamal Yehoud, la mosquée des Juifs. En fait, c'est une synagogue convertie en mosquée, mais le nom est resté. Elle est dans l'ancienne rue Randon. Maintenant, la rue s'appelle rue Amar Ali.
en mémoire du militant FLN, Ali Lapointe. Et j'ai pris aussi la rue commerçante Larbi Ben Merdi, du nom d'un des responsables du FLN durant la guerre d'Algérie. Mort en 57, suicidé par le renseignement français. Puis aussi Saïd Bakel, Ali Boumengel, Mohamed Sidoum, Ahmed Chaïb. J'ai un peu la sensation de visiter Alger escorté par l'armée des ombres. C'est troublant. Il suffit d'écouter, de se pencher sous les tentures des balcons pour saisir les discussions. La vie d'en haut, de terrasse. Et puis il y a la Casbah, le cœur historique d'Alger. Ça sent l'ottoman, le turc du XVe siècle. On évoque le corsaire Barberousse, venu piller les navires, les grandes fêtes des sultans. En réalité, la Casbah est un musée en ruine. Ses maisons s'effondrent, les unes après les autres. Les ruelles sont étroites et farcies d'alcôves secrètes. Faute de place pour circuler, le ramassage des ordures est parfois assuré par des ânes, comme à l'époque ottomane. Les habitants vivent entre voisins. On est entre soi. C'est drôle, mais je me dis finalement que cette Casbah est un endroit rêvé pour les rebelles et les révolutionnaires. Pas surprenant que la Casbah ait été le principal foyer de la bataille d'Alger. Après l'indépendance, elle a été squattée par les ruraux venus en ville. Surpopulation, pas de gestion publique, pas d'eau, insalubre, une poudrière. Dans les années 90, le quartier était devenu le vivier du terrorisme. Les islamistes armés faisaient régner la terreur dans le ghetto. Depuis, le calme est revenu, la Casbah peut s'effondrer en paix. En fait, on n'habite plus beaucoup le centre d'Alger. La ville s'étend vers la périphérie et les banlieues. 4 millions d'habitants. Alger est devenue la plus grande ville du Maghreb. Tout proche du centre d'Alger, Bab el Oued touche la Casbah. 100 000 personnes habitent le secteur. C'est la crise du logement. On s'entasse comme on peut. Pendant la colonisation, ce quartier européen était déjà un quartier populaire, un quartier un peu sensible, prompt à la revendication. Ces antennes permettent de suivre en direct le foot et les chaînes étrangères. Elles étaient interdites par les islamistes pendant les années noires. Certains ont tenté de capter le signal satellite avec un couscoussier au balcon. Mythe ou réalité, un couscoussier coûte plus cher qu'une parabole, il a fallu renoncer. Depuis, l'étau islamique s'est relâché. On compte dans tout le pays 8 millions d'enfants en âge d'aller à l'école. 8 millions d'élèves. On embauche des milliers d'enseignants, on construit des écoles, des universités. Filles et garçons accèdent pratiquement à égalité à l'éducation. Le taux d'alphabétisation en Algérie est le plus élevé du Maghreb. La population a 20 ans en moyenne. L'Université des sciences de Bab-el-Zouar accueille 35 000 étudiants. Cet établissement, comme toutes les universités d'Alger, fait partie d'un système éducatif qui fonctionne. C'est une gageure pour un pays qui déborde de jeunesse. L'autre pari, c'est la question religieuse. La basilique de Notre-Dame d'Afrique et son style byzantin rappellent combien on est en Méditerranée. On l'appelle affectueusement Madame l'Afrique.
L'église abrite une Vierge noire. Depuis la fin de la colonie française, les églises laissées vacantes ont été transformées en mosquées. Quand on y pense, elles aussi sont tournées vers l'Orient. Notre-Dame d'Afrique n'a pas été convertie. Elle accueille les croyants de toutes les religions. C'est même un symbole de tolérance, dit-on à Alger. L'Algérie compte environ 17 000 mosquées. 2 000 supplémentaires sont en construction. La plus importante est dans le quartier de la Mohamedia, en face de la baie d'Alger. C'est un chantier pharaonique, un mastodonte de béton édifié par une armée d'ouvriers chinois. La grande mosquée d'Alger aura un minaret à 265 mètres de hauteur, le plus haut du monde. Elle pourra accueillir 120 000 fidèles à chaque prière. L'islam est religion d'État en Algérie. C'est un islam de tradition sunnite, suivi ou pratiqué par la majorité de la population. La question religieuse a profondément divisé la société algérienne moderne. Depuis, le pays prône la laïcité et le dialogue. Au mémorial du martyr qui domine la ville, j'ai repensé aux noms sur les rues d'Alger. Tous ces héros, tous ces martyrs. Ce monument leur rend hommage. Les martyrs de la Révolution seraient entre 300 000 et 1 500 000, en majorité des civils algériens. Le conflit militaire a tourné en guerre civile entre Français et Algériens, et au sein même des deux communautés, entre partisans et opposants. L'indépendance du pays a été décrétée le 5 juillet 1962. L'histoire de l'Algérie semble jalonnée d'occupation et de libération. Sur la côte, tout près d'Alger, le tombeau de la Chrétienne, mausolée royal de Maurétanie, témoignage de la présence des Numides, premier peuple installé sur les côtes. En contrebas, des ruines de Tipaza racontent les Romains, la chrétienté de Méditerranée et le pouvoir de Byzance. Le dernier grand tournant est la conquête du Maghreb par les Arabes musulmans en 670. Les conquérants arabes étaient à cheval. Ce souvenir-là est encore vivant. Il sent la poudre noire et le crottin. On pratique encore dans toute l'Algérie l'art de la fantasia. Ce jeu de chevaux, issu de la tradition arabe, où les cavaliers font une démonstration de force et de courage. La fantasia est devenue un folklore de mariage. Mais le code est resté. Le cheval symbolise la force rurale. Les familles qui en possèdent sont plus influentes que les autres. Le cheval, c'est le bon sens de la terre, contre le pouvoir futile du monde de la ville. Ces fantasias ont inspiré les peintres orientalistes, comme d'ailleurs toute l'Algérie. Je me suis échappé d'Alger pour voir à quoi ressemble la terre d'Algérie. J'ai pris la route vers l'est, vers Tizi Ouzou, Béjaïa. Elle mène aussi à Annaba et se termine à El Kala, à la frontière avec la Tunisie. L'Algérie est un pays immense, 4 fois la superficie de la France, le plus grand pays du continent africain.
J'ai pris la Corniche. C'est une route taillée à même le roc, une jolie route qui invite à flâner. Elle a des airs de route des vacances et de plage. La route passe même à proximité d'un incroyable phare centenaire. Le phare du Cap Carbon. Le plus haut du monde, semble-t-il. Amusant quand on sait que les marins se font rares en Algérie. Les plages sont pleines depuis quelques années. C'est nouveau. Pendant les années noires, se baigner était mal vu. Les loisirs étaient interdits par les esprits rigoristes. Comme pour les couscoussiers satellites, l'étau s'est desserré. Et on renoue avec la plage en famille. Comme pour toutes les plages du monde, les garçons vont à la plage pour séduire les filles. Mais les filles ne veulent pas qu'on les embête, tout en aimant les garçons qui les séduisent. Bref, c'est comme un jeu. Les grands frères veillent, les parents surveillent, il faut garder un peu de tenue. L'autre passion du moment avec la plage, c'est la voiture. La voiture est utile. La voiture est aussi un autre chez-soi, à l'abri des regards. Neuve ou d'occasion, il s'en vend des centaines de milliers par an sur les marchés. Hommes comme femmes, tout le monde conduit. Il y aurait une voiture pour 4 personnes en Algérie. En comptant les bébés et les vieillards, on peut dire que c'est un joli record. La route des vacances est aussi celle des ports de commerce. C'est la promesse de la mer, toujours. Pendant des années, l'Algérie a été privée de tant de produits. La consommation a triplé en 10 ans dans tout le pays. On importe de tout. Électroménager, meubles, produits de luxe, vêtements, denrées alimentaires et toutes ces voitures. Seuls les héros de la Révolution sont exonérés de taxes d'importation. Depuis, on ne compte plus le nombre de fantômes de moudjahidines qui ont acheté une voiture. L'industrie redémarre peu à peu. Avec le fer des mines de Hunza et le gaz de Hassim et Saoud, on produit de l'acier en Algérie dans les hauts fourneaux de El Jar, tout proche de la frontière tunisienne. L'immense aciérie a presque 100 ans. Elle a besoin d'une remise à niveau, et en attendant mieux, le site peine à sortir assez pour la construction métallique du pays. Des ronds à béton, des fils pour machines. Cette usine pourrait faire à terme la fortune de la région d'Annaba. Autrefois, la région était même la première en Méditerranée pour ses produits miniers. Annaba a des airs de métropole littorale, à la fois désuète et attachante. Son nom vient du jujubier, cet arbre d'Orient qui pousse dans la région. Mais plus que de jujubier, Annaba a surtout le visage d'une ville prospère, d'architecture très française,
héritage d'une ville industrielle connue pour ses ateliers de charpente métallique. La ville s'appelait alors Beaune. C'était déjà une jolie ville. On y venait comme aujourd'hui en famille, pour sa brise de mer et la terrasse de ses cafés. On y venait aussi en pèlerinage à la basilique chrétienne qui domine Annaba. J'ai poussé la porte de cette basilique catholique. Elle est dédiée à saint Augustin, évêque d'origine berbère, né en 354, dont la pensée a profondément marqué la théologie chrétienne. Restaurée avec le soutien de l'État algérien, cette église catholique a toujours sa place dans l'Algérie musulmane. C'est symbolique. Saint Augustin travaillait sur l'amour de l'autre. Il était humaniste. J'ai poussé jusqu'au port de pêche d'El Kala. C'est une madrague, un joli quai avec une église oubliée et 2 clochers tendus vers le ciel. On venait y prier avant de prendre la mer. Il faut dire qu'à El Kala, la population était très croyante. Elle fut un temps composée d'Italiens venus pêcher la sardine et surtout le fameux corail rouge, l'or rouge, qui fait la fortune de l'endroit. Le petit cimetière sur la colline sent encore un peu l'Italie. Il regarde la mer. Le temps a passé. La Méditerranée a changé elle aussi. On pêche encore la sardine, mais le poisson se fait plus rare. Sur les quais, j'entends les patrons de pêche élever la voix pour demander la protection du récif. Les corailleurs ont épuisé le corail. Et avec lui, la faune marine, les bancs entiers de poissons qui se nourrissaient dedans. L'Algérie est ouverte sur la mer, mais le pays n'est pas encore une nation maritime. Peu de grands armements et beaucoup de pêche côtière. Comme dans toute la Méditerranée, les pêcheurs râlent sur le poisson qui manque, les voisins qui pillent les ressources et le marché qui ne paye pas assez. En retour, le ministère de la Pêche a sorti un plan poisson, un programme d'aquaculture pour élever des dorades, des thons et des crevettes par milliers de tonnes pour pouvoir enfin nourrir le pays. Nourrir le pays. C'est sans doute ce qui me frappe le plus dans ce plan. En réalité, l'Algérie n'est pas autosuffisante. On importe de quoi se nourrir en quantité considérable. Comment la terre d'Algérie ne produit-elle pas encore assez pour nourrir ses enfants? Je suis parti voir à quoi ressemblait cette terre. Tout près d'El Khala, il y a une zone humide. Ce sont des marais immenses. La zone de Gerbesh Senhaja. Cette zone est vitale pour la région. L'eau est précieuse et avec elle toute la vie qu'elle porte. Gerbes est une réserve de biosphère inscrite à l'inventaire mondial.
Elle abrite le milieu vivant le plus productif du pays, contient des espèces innombrables de plantes et d'animaux. La richesse des terres agricoles de la région d'Annaba vient de cette zone humide. On produit ici des haricots verts, du maraîchage. Tout est fait à la main. Près de 11 millions d'Algériens vivent de l'agriculture. Un tiers de la population. J'ai quitté El Kala et la plaine d'Annaba. Je pars à la découverte de cette plaine agricole qu'on appelle le Tel et qui court jusqu'à Oran, de l'autre côté du pays. Si aujourd'hui les Algériens cultivent des oranges dans la Métidja, c'est en partie grâce à l'acharnement des colons français à drainer cette même terre. Parce qu'une grande partie de ces champs était improductifs. De nos jours, 1 million d'exploitations se partagent la surface cultivable. L'agriculture est devenue une priorité nationale. Il faut nourrir 39 millions d'Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie est le plus grand importateur mondial de blé par habitant. C'est un incroyable retour de l'histoire. Le blé vient de France, dans ce pays qui autrefois produisait le blé pour les Français. Mais les temps ont changé aussi. La population à nourrir a quadruplé. Grâce à l'argent du pétrole, l'Algérie échappe aux révoltes du pain qui menacent la Méditerranée. Mais pour combien de temps ? Avant l'arrivée des Européens, la terre faisait l'objet d'un droit d'usage, réparti entre les souverains turcs et les tribus locales. 100 ans de colonisation française ont tout bouleversé. J'ai revu ces grandes fermes coloniales, près de Sidi Bel Abbès, dans l'Oranais. Les Français produisaient ici des céréales et du vin. Les colons avaient forcé les tribus locales à l'exil, ou à devenir fellahs, c'est-à-dire paysans, disons plutôt manœuvres. L'Oranais, la Mitidja, se sont révoltés. La terre a fait germer la rancœur. Les fellahs sont devenus fellagas, c'est-à-dire combattants. À l'indépendance,
Les colons sont partis. On a réorganisé les biens vacants. La terre est restée. Les fleurs ont remplacé la vigne. Je me dis parfois que j'aurais pu naître ici, hier, aujourd'hui, et que tout serait différent. Dans la plaine de l'Oranais, certaines fermes semblent vacantes. C'est la révolution prolétarienne. Les ouvriers ont eu la terre, mais pas les maisons. Ils ont construit autour de ces demeures déchues. Dans certains cas, il ne reste plus grand-chose de la propriété d'origine. Elle a été démontée ou elle est en ruine. J'ai pris un peu de cette terre pour me souvenir de tous ceux qui l'ont travaillé, de ces fellahs, de ces nomades et aussi de ces pieds noirs, nés ici, sans pouvoir être algériens, devenus étrangers en France et qui portent une histoire plus difficile que ce qu'on a pu entendre des deux côtés. J'emporte un peu de cette terre pour tous ceux qui ont aimé ce pays, au nom de la terre. Depuis les années 70, le pétrole est roi en Algérie. Arzeu, dans la région d'Oran, est la 3e raffinerie du pays. On traite le brut de Arsim et Saoud en provenance du cœur du désert. Le pétrole algérien s'exporte dans le monde entier par tanker. C'est de loin le premier revenu du pays. La région d'Oran est aussi le point de départ d'un tuyau de gaz qui passe sous la Méditerranée et remonte à Almeria, en Espagne. L'Europe est sous perfusion du gaz algérien. C'est un amusant retour de l'histoire. La ville d'Oran est depuis ses premiers jours la plus espagnole des villes d'Algérie. Il suffisait d'une nuit à la voile pour traverser d'Almeria à Oran. Des marins andalous venus de la rive espagnole ont pris possession de cette baie. C'était en 902. Ils ont fondé Oran. En 1502, les mêmes Espagnols ont bâti le fort et le quartier de Santa Cruz. D'autres voyages ont suivi et finalement, Oran est devenu métis espagnol. Aujourd'hui, c'est la capitale du rail. On chante et on écoute ses complaintes populaires. Certaines sont devenues des succès planétaires. Oran fait la moitié d'Alger, mais les entreprises s'y pressent pour y tenir leurs séminaires. C'est pas New York non plus, mais il y a du futur dans cette ville. Je suis fidèle, نبغى نتخلص كير ها لا ديرش عليهم ها راهم خاطينا الرب. Je suis fidèle, نبغى نتخلص كير ها لا ديرش عليهم ها كانوا غايرين. راني معلق ماني متزوج ماني مطلق وياه ها كل يوم شالق متموش تطلع كورنيش هيا علي. Oran a la réputation un peu sulfureuse. C'est la ville de la fête, on y parle fort, de manière un peu outrancière. Les nuits sont plus courtes. Mais en attendant, la ville est jeune, dynamique, les affaires prospèrent.
Héritage des Espagnols, il reste l'arène des corridas en plein centre-ville. Elle a servi un temps à sacrifier les moutons pour l'Aïd. الله يا الله يا حبيب الله الله يا الله يا رسول الله صلوا على النبي اصحاب عشرة محمد يا المنور يا زين البشرة. La ville à l'époque était la plus peuplée en européen. Pourtant, c'est ici que la résistance d'Abdelkader à la colonisation a été la plus acharnée. Les noms des rues ont changé. Comme à Alger, je voyage avec les héros de la Révolution. La cathédrale du Sacré-Cœur d'Oran, de style romano-byzantin, a été transformée en bibliothèque. Aujourd'hui, la population pied-noir regarde Oran avec nostalgie. Revoir la maison, le quartier, ressentir les odeurs, se souvenir de tous les noms des rues, se rappeler les prénoms de leurs camarades. Et un programme entre la France et l'Algérie permet à des milliers d'entre eux de revenir, ouvrir la porte de l'histoire, de leur histoire. L'ancienne place historique d'Oran semble aujourd'hui bien modeste. Reste son opéra et les façades de ses immeubles. Le vrai cœur des villes, finalement, pourrait bien être dans les stades de foot. L'Algérie semble tout entière électrisée par le ballon rond. J'ai poussé jusqu'au village balnéaire de Razaouet et Benissaf. Il reste des maisons en étages colorés, des églises, un héritage modeste de l'histoire. Les halles commerçantes au centre des villes sont encore utilisées. La roue tourne. Tlemcen était la vraie ville du pouvoir dans cette région. Au Moyen-Âge, la ville était la capitale du Maghreb central. Ibn Khaldoun, l'historien arabe, raconte cette mosquée de la Mansoura, construite à partir de 1303 et jamais achevée. C'est une mosquée maghrébine construite autour d'une cour centrale qui révèle ses influences arabo-andalouses. L'époque d'Al-Andalouse.
Je quitte la plaine de l'Oranais et pars en Kabylie, à la recherche des montagnes d'Algérie. Je vais dans la région de Tizi Ouzou, un voyage dans l'autre sens. J'irai jusqu'à Constantine, j'irai voir les Aurès, et pourquoi pas le désert. La Kabylie. J'entre dans le massif du Djurdjura. Après les grandes plaines, je lui trouve un air de forteresse. Il faut dire que la région est rentrée dans l'histoire pour avoir abrité une importante réunion du FLN, le fameux congrès de la Soumane, en 1956. Dans ce maquis d'oliviers et de figuiers, les indépendantistes algériens se sont fait la promesse de rendre la terre au peuple. Sans doute l'air des montagnes qui ouvre les esprits et les rend plus critiques. On a pris l'habitude de construire les villages en altitude. Chaque éperon est habité, comme pour se prémunir des humeurs de la plaine. Les maisons n'ont pas beaucoup de fenêtres. Il fait même froid en hiver. Ici aussi, on parle arabe. Mais la langue maternelle, c'est le kabyle. C'est une langue berbère, proche du tamatchek des Touaregs du désert. Plus au sud, sur les hauts plateaux d'Algérie, je suis tombé sur un site incroyable, un site romain, Djamila. Cette ville muette me raconte l'importance pour les Romains de contrôler ces montagnes. À l'époque, les Kabyles faisaient partie des peuples numides. Les Romains les appelaient des barbarus, des barbares, terme qui a donné naissance aux Berbères. Cette somptueuse ville romaine remonte au règne de l'empereur Nerva, au tout début de notre ère. Une ville de montagne sur un éperon rocheux à 900 mètres d'altitude, entre deux oueds. Djamila était probablement une ville très riche. Elle est inscrite au patrimoine de l'humanité. Cette cité abandonnée me rappelle à sa manière que les Romains ne sont jamais venus à bout des barbares. Rome est partie, les Berbères sont restés. Plus au sud, au creux du relief, on entre dans Timgad. C'était une ville de garnison romaine, fondée en l'an 100 de notre ère par Trajan, probablement pour servir de campement à la 3e légion d'Auguste Timgad. Chaque édifice évoque la puissance de Rome, l'arc de Trajan, la porte est et la porte ouest de Marc Aurèle. Les rues ont été pavées de grandes dalles rectangulaires en calcaire et le sol des maisons couvert de somptueux décors de mosaïques. Timgad fut détruite à la fin du 5e siècle par les montagnards de l'Aurès et ses pierres démontées pour servir aux constructions de la région.
Même détruit, ce site au cœur de l'Algérie reste unique au monde. Bien plus encore, Timgad est une leçon d'urbanisme à ciel ouvert. Timgad raconte l'incroyable savoir-faire qui a donné naissance aux villes modernes. Constantine, ville perchée, porte cet héritage romain. L'ancienne capitale des Numides, appelée Cirta, est devenue une forteresse quadrillée d'avenues et de rues à la romaine. C'était en 313 de notre ère, sous l'empereur Constantin Ier. Constantine est accroché à son rocher. Des ponts et des passerelles ancrent ce vaisseau de l'histoire à la terre. C'est la ville des ponts suspendus, la ville du vieux rocher. Constantine est un joyau à part en Algérie. Ville de culture, c'est aussi la ville des oulémas, les théologiens qui étudient le Coran et la tradition prophétique. Sa mosquée Émir Abdelkader comprend une université. Elle a été longtemps la plus grande du pays. Et Constantine, aujourd'hui, est la 3e ville d'Algérie. Tout proche de Constantine, on vient en villégiature à Hammam Mescoutine. Mescoutine est une source thermale aux eaux très chaudes, chargée de carbonate qui se dépose en cascades pétrifiées. On l'appelle le bain des damnés. Cette eau soigne les maladies de peau et de poumons depuis des siècles. Plus au sud, commence la région des Aurès. C'est le pays des Chaouis. Les Chaouis sont berbères. Comme les Kabyles, les Chaouis ont le caractère bien trempé. La guerre d'Algérie a commencé ici, par une embuscade dans ces gorges profondes. C'était en 1954. Attentat, coup de main, engagement, le Roufi est un dédale parfait pour la guérilla. Les Romains, puis les Arabes en leur temps, se sont heurtés aux Chaouis. Ces derniers, pour se protéger des invasions, aménageaient leurs maisons en troglodytes au cœur de ces crevasses. Depuis, le temps semble s'être figé. Les Chaouis sont devenus tailleurs et polisseurs de pierre. Mais les conditions de ce métier sont dures, comme la terre, aride.
Ce peuple berbère, nomade, et cette terre brûlée me racontent le Sahara tout proche. L'avance de ce désert paraît inexorable. J'ai même vu une expérience incroyable. Un barrage contre le désert. Hassi Baba, où une barrière verte a été plantée dans les années 70. Monumental programme ou utopie, qui sait? Des millions d'arbres plantés de la main de l'homme. Une forêt entière de pins d'Alep. Cet arbre résineux qui aime les sols arides. La voie verte était censée encercler le Sahara. Mais ce rêve est hanté. Hanté par les chenilles processionnaires qui raffolent du pain. Et à quoi ressemble donc ce désert avec lequel on lutte? Je franchis la porte du désert à Biskra. C'est littéralement une entaille dans un rempart. La muraille des monts du Mzab. De l'autre côté de Biskra, changement de décor. C'est un immense champ à moutons. Cette steppe court jusqu'à Djelfa. Elle est célèbre pour l'élevage. On vient de toute l'Algérie acheter son mouton pour l'Aïd. Plus de 4 millions sont vendus chaque année pour être sacrifiés. La race la plus prisée porte même le nom d'un village de la plaine, celui de Ouled Djelal. Quand on a 10 ans, avoir son premier mouton, c'est un moment aussi fort que passer son permis ou acheter sa première voiture. Autrefois, la région était couverte d'alpha. Mais l'élevage épuise cette steppe. L'été, il fait chaud. À partir de maintenant, il faut calculer son eau et ses réserves en carburant. J'entre au Sahara. Devant moi commence le plus vaste désert chaud au monde. Il couvre la superficie de l'Australie tout entière. Sur ma route, El Oued, Gardaya, El Menea, Timimoun, Tamanrasset, Janet. 1600 km à travers le désert. La transsaharienne est un fil d'Ariane qu'il ne faut pas lâcher. Si l'on quitte la route, on se perd. En fait de désert, le désert n'est pas vraiment de sable, mais plutôt de cailloux. Un champ de cailloux sans fin, toujours pareil, plat jusqu'à l'horizon. Avec le soleil qui monte, la température grimpe aussi. L'horizon devient flou, le relief incertain. Il fait 35 degrés à l'ombre. La chaleur déforme la lumière, faisant apparaître des formes. Les mirages. Ce sont des pièges mortels pour le voyageur égaré.
En touchant l'oasis d'El Oued, ma première escale dans le désert, j'ai vu un rêve prodigieux, celui de mettre en culture le désert. On y fait pousser la pomme de terre. Il faut juste de l'eau. Le Sahara regorge d'importantes quantités d'eau stockée en profondeur et héritée de périodes très anciennes. Une eau fossile que les rares pluies du désert viennent réalimenter. On mène ici une bataille perdue contre le sable. L'agriculture d'El Oued est un mirage des temps modernes. À mesure que l'on pompe l'eau, elle devient trop salée. Il faut constamment déplacer les champs. À l'origine, El Oued vivait des dattiers et d'agriculture vivrière, poussant en poche de sable. Mais 1 million de palmiers sont déjà morts, asphyxiés. Pire encore, par endroits, l'eau est même polluée par les rejets humains. Il faut dire que El Oued est devenue une grande ville. La cité aux 1000 coupoles abrite désormais plus de 100 000 personnes, sans compter l'activité touristique. Avec l'installation de l'eau courante en ville, la nappe profonde montre des signes d'épuisement. El Oued, ville nouvelle, confronte ses habitants à la réalité du Grand Sud. J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là. Plus au sud, ma route me mène aux portes d'une des plus belles cités du désert. Gardaïa, citadelle du XIe siècle, aux portes du grand ergue saharien. Gardaïa est la capitale des 5 cités du Mzab. Selon la légende, elle doit son nom à Daya, une jeune fille de grande beauté abandonnée dans une grotte. Gardaïa veut dire « grotte de Daya ». La perfection de cette ville fascine. Les Mozabites sont à l'origine des commerçants, dépositaires d'un islam rigoriste, très codifié. Autrefois, les jeunes filles et les garçons ne fréquentaient pas l'école publique avant l'âge de 6 ans, mais recevaient leur éducation dans une école de la communauté. Désormais, l'école est devenue publique et obligatoire pour tous, même au cœur du désert. D'une extraordinaire unité, la ville surplombe une palmeraie centenaire qui fournit fruits, légumes et fraîcheur pendant les grandes chaleurs. C'est un îlot de vie au milieu du grand ergue saharien. Le secret de Gardaïa, c'est celui de l'eau. Il a plus de 1000 ans. Il a mené à un extraordinaire savoir-faire en irrigation. Chaque oasis dispose d'un réseau de canaux alimentés par des puits
ou par des canaux souterrains, les Fogaras. Au débouché de chaque canalisation, l'eau est reçue dans un bassin. Son débit est soigneusement mesuré avant qu'elle ne reparte pour être redistribuée entre les jardins. Le partage des eaux est calculé en doigts ou en demi-doigts. Ici, on ne partage pas la terre, on partage l'eau. C'est la loi imaginée par ces hommes du désert. Vivre ici est un pari pour les hommes, pour les bêtes. Tous se sont adaptés à l'environnement. Beaucoup d'espèces attendent la nuit pour sortir ou éviter les prédateurs. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, il faut un incroyable don pour survivre. Après Gardaïa, je m'enfonce dans le Grand Erg. C'est une région de dunes, grande comme un tiers de la France. Le Grand Erg se déplace constamment sous l'effet du vent qui souffle le sable. Cette barrière est difficile à franchir pour les hommes du désert. Les caravanes doivent faire la liaison entre les rares points d'eau. Le Grand Erg a dessiné les routes des hommes et l'emplacement des oasis. Après Gardaïa, on doit atteindre à tout prix El Ménéa, puis Timimoun. On sait qu'on approche d'El Ménéa quand on voit sa forteresse, qu'on appelle ici un Ksar. El Ménéa, l'oasis aux 100 000 palmiers. Le Ksar vient des Berbères. Il protégeait les habitants contre les razzias des pillards. On y pratique encore une vraie agriculture saharienne, sur 3 niveaux. Céréales et légumes se côtoient au sol. Au-dessus poussent des arbres fruitiers, en particulier des orangers. Et l'ensemble est protégé du soleil par un couvert de palmes qui produit des dattes. El Ménéa est une très belle oasis. Mais le plus incroyable est à la sortie de la ville. Un lac. Au fin fond du désert, je me trouve face à un immense plan d'eau. Son eau n'est pas potable, elle est trop salée. On ne peut même pas s'y baigner. Mais ce lac est le rendez-vous des oiseaux migrateurs qui vont de l'Europe à l'Afrique. Un peu comme moi finalement. Depuis la nuit des temps, flamants roses et cigognes font escale dans cette zone humide, au cœur du désert.
Ils en connaissent l'emplacement. Leur vie en dépend. Plus au sud, ma route me mène au Ksar de Draha. Il y avait sans doute une palmeraie bien avant. Ces murailles sont de pierre. Elles ont résisté à l'érosion des vents de sable. Ce Ksar est un mystère. On dit qu'il serait le dernier des caravansérails juifs. C'était il y a plus de 1000 ans, quand le désert était sillonné de nomades sémites. Depuis, ce Ksar isolé sombre peu à peu dans l'oubli. Tout est là dans ce désert. Tout est enfoui dans le sable. Vers Timimoun, au milieu de nulle part, on croit le désert stérile. Mais quand on sait où chercher, on y trouve même des truffes. Ces champignons du désert sont un cadeau de la petite pluie d'automne. Timimoun est une oasis d'argile rouge, du fait de la présence d'oxyde de fer dans le sol. Son architecture a inspiré Tombouctou et Djenné. Depuis peu, Timimoun attire les touristes algériens. La bourgeoisie d'Alger y fait même construire ses maisons de vacances. On y entre par sa porte du Soudan. L'Afrique noire se rapproche.
Timimoun est une croisée des routes. C'est donc un marché. On y tissait, dit-on, les plus belles teintures du Sahara. Aujourd'hui, mondialisation oblige, c'est plutôt de Chine que viennent les étoffes. Le temps l'emporte sur l'histoire, comme le sable dans le Grand Ergue. Après Timimoun, ma route traverse un reg, une zone de cailloux. Les camions des géologues ont laissé des traces, des sillons. Ils cherchent du pétrole. Mais ces pistes-là, il ne faut pas les suivre. Elles mènent toutes à la folie humaine. Moi, je trace vers Tamanrasset. Tam, la ville la plus méridionale de l'Algérie. Tam commence par un mirage de foot sur pelouse synthétique. La ville dispose désormais d'une grande université, compte près de 2000 étudiants venus de toute la région. C'est le pari d'une ville d'avenir. Tamanrasset change, mais elle reste cette ville d'altitude, au cœur du désert, où il fait froid l'hiver et chaud l'été. D'où que l'on vienne, il faut plusieurs jours de route pour atteindre la ville carrefour des Touaregs. On croise dans les marchés des Kaladjer en provenance de Tassiliandjer, des Kelataram provenant de Gao, des Kelaïr venant d'Agadès, de Timia. Sans cesse, les convois entrent et sortent de la ville. On vient à Tam se ravitailler. On parle tamatchek, on prend la rumeur, les nouvelles. Je quitte Tamanrasset pour le Hogar et le Tassilin Nadjer à la recherche de la cité perdue de Séphar. Les Touaregs de la région sont les Kalagars, littéralement ceux du Hogar. Beaucoup de familles ont abandonné le nomadisme et se sont installées en bordure de Tamanrasset. Les Touaregs sont des éleveurs, parfois des marchands. La possession est une notion secondaire. On n'a rien, ou presque rien. Quelques terres, des chèvres, des dromadaires. C'est une société matriarcale. Les femmes ont la propriété de la tente et des rares meubles. Chaque brindille de bois est soigneusement gardée pour faire la cuisine à même le sable du désert. Le Hogar commence ici, un immense plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, complètement érodé et constellé de cratères. Toute l'histoire de la Terre est là. Des centaines de volcans comme celui d'Atakor ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé en falaises, pics et aplomb rocheux. Pas un son, pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux. C'est vers la Sécrème que se tournent alors les regards, vers ce plateau devenu mythique qui abrite encore le refuge d'un ermite catholique français, le frère Charles de Foucauld. Celui qui fut tour à tour militaire, explorateur puis religieux, défendait la cause des laïcs, des femmes, la place de l'islam, l'éducation pour tous et la lutte contre l'esclavagisme. Il vivait avec les Berbères et consacra l'essentiel de ses travaux à la culture touareg,
établissant le premier dictionnaire de Tamatchek. Charles Eugène de Foucault de Pontbriand est mort dans ces montagnes en 1916. Au dernier de ses jours, le prêtre s'émerveillait toujours autant de ce qu'il voyait depuis le seuil de son refuge. Le Sahara lui avait offert un aperçu de la création. Traverser ce désert est une étrange expérience. La marche est solitaire, mais on n'est pas seul. Chaque pas est un dialogue. On se surprend à éprouver la nature du sable, la texture des roches. On épouse la courbe de la piste, des oueds, la souplesse des acacias. Le désert est un monde secret qui ne parle qu'à ceux qui le foulent. Le chèche est la seule solution contre la morsure du soleil et du vent de sable. Enrouler ce turban est un art. Sa couleur est un code. Le blanc est signe de respect pour ceux qui vont vous offrir l'hospitalité. Ce que l'on sait, c'est que l'on boira 3 thés verts à la menthe et que l'on racontera la rumeur de la piste. Le premier de ces thés sera amer comme la mort, le second doux comme la vie et le dernier sucré comme l'amour. Telle est la certitude des hommes libres qui mettent un pas devant l'autre. Mes pas m'ont conduit dans le Tassili Nadjer, un plateau de grès à plus de 1000 mètres d'altitude, entièrement sculpté, tailladé. Pendant des millions d'années, son sol a été raviné par les eaux. Puis, avec la sécheresse, ce fut au tour du vent d'user et de polir ses roches. Le froid de la nuit et le chaud du jour ont fait éclater ces pierres. Seul, dans cette immensité, j'ai vu la terre se transformer. J'ai bu l'eau des Gueltas, pris soin de ne pas boire en même temps que les chèvres. Je voulais goûter cette vie si loin d'Alger, dans ce pays si grand qu'il semble un continent. En fait de chèvres, on croise de rares mouflons tant le relief est escarpé. À l'aube et au crépuscule, cet animal cherche l'eau et des plantes pour se nourrir. C'est près des Gueltas, ces réservoirs d'eau naturelle dans la roche, qu'il risque le plus d'être victime d'un homme. L'espèce est menacée et vit réfugiée dans ces régions. Sur ma route, les seuls humains que je croise sont des morts, des tombeaux qui remontent au néolithique. Les plus anciens datent d'environ 6000 ans. Ce sont de simples enclos. Au centre, un tumulus contient une chambre funéraire. Seuls les hommes y sont enterrés, couchés sur le côté, la tête vers l'Orient. À partir d'ici, je suis entré dans le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. Il faut venir jusqu'ici pour le croire. Il faut voir la cité de Séphar, la plus grande cité troglodyte au monde. Une ville de pierre, avec ses façades immenses, ses avenues perpendiculaires, ses places, ses rues. Séphar est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982.
Mais ce n'est pas pour cette extraordinaire création du vent, c'est pour ce qui est caché ici. « 15 000 dessins et peintures rupestres ornent les murs de cette monumentale cité naturelle. Séphar du Tahsil Nadjer est un des plus vastes ensembles d'art rupestre préhistorique au monde. On y découvre d'immenses récits de guerre, de conquête, de civilisations perdues. On découvre aussi combien ce désert n'a pas toujours été aride. C'était une savane, un monde peuplé de girafes, de buffles ou de rhinocéros. 15 000 œuvres qui racontent 6 000 ans de changement du climat, de migration de la faune et d'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara, comme un grand livre du désert. Et comme souvent, un livre qui contient des mystères, à commencer par celui de ces êtres étranges qui apparaissent dans certains dessins et dont les formes n'indiquent ni un animal, ni vraiment un humain. Rares sont les voyageurs qui s'aventurent au-delà de la cité de Séphar. Personne ou presque n'arrive jusqu'ici. Aux confins de l'Algérie, j'ai vu le Tadrart rouge. J'ai contemplé l'infinie beauté du monde, pour m'en souvenir à jamais. Puis je me suis agenouillé et j'ai fermé les yeux. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu tout un peuple qui m'avait accueilli. J'emporte dans ma mémoire tous ces visages, tous ces regards. Merci.